Bien, on va commencer cette séance de l'après-midi. Bonjour, bienvenue à ceux ou celles qui nous ont rejoints après le déjeuner. Nous avons eu déjà une belle matinée d'intervention et de débat. Et on va continuer cet après-midi par une table ronde finalement relativement inédite, puisque nous avons le plaisir, l'honneur d'avoir pu réunir finalement toute une série d'intervenants que nous appellerons des intellectuels, pour ne pas spécialement les nommer des économistes, ils ne sont pas tous économistes, se poser la question que faire de l'Union européenne. Alors, en petite introduction, je dirais que cette question est particulièrement pertinente pour tous ceux qui n'acceptent pas la domination libérale, qui posent comme primat la souveraineté populaire et nationale, et qui admettent et qui agissent en faveur de changements progressistes dans un cadre démocratique et républicain. Donc finalement, tous ceux qui affirment aujourd'hui ces 3 points sur le plan politique, économique et social auraient le devoir d'affronter la question: que faire de l'Union européenne? On pense là en particulier à ce qu'on appelait ce matin les mouvements sociaux, ou des mouvements nouveaux qui émergent, comme les indignés de la place, je ne le dirai pas parce que j'ai un mauvais Puerta del Sol, ou d'autres, dans d'autres pays. On pense aux Grecs qui refusent les politiques d'austérité. On pense à un certain nombre d'associations et de syndicats. Parce que chacun sait que les parlements nationaux sont aujourd'hui soumis au cadre européen. Leurs décisions doivent être impérativement eurocompatibles, c'est-à-dire s'inscrire dans le champ des traités, en particulier celui de Lisbonne, des directives qui pleuvent à flot continu. Les politiques et les textes européens ont envahi tous les actes de la vie des citoyens et tous les domaines de la vie publique, et on pense en particulier aux services publics, au droit du travail, la protection sociale, à l'environnement. Ce qui n'est pas exhaustif, évidemment. Le pacte de stabilité et les récentes décisions sur la maîtrise de la dette contraindront même toute décision des pays membres en matière budgétaire. Et évidemment, on le sait, on l'évoquait déjà ce matin, la politique monétaire et la monnaie même est verrouillée par la Banque centrale européenne. Il faudrait donc faire avec l'Europe, nous dit-on, car nul retour ne serait possible. Après le grand matraquage de la précédente décennie sur la mondialisation heureuse, une sorte de fatalité indépassable, nous serions désormais installés dans la période de la contrainte européenne, au nom encore et toujours de la modernité, de la paix, de la solidarité entre les peuples. Mais au fond, les illusions et les mensonges semblent avoir fait long feu. Le mirage de l'Europe sociale s'éloigne, tandis que le sable de l'eurolibéralisme brûle les grands principes du programme du Conseil national de la résistance. Mais aussi, il fait flamber les scores du Front national et de toutes les extrêmes droites des pays de l'Union européenne. Alors vous le voyez, vous le sentez, vous le comprenez, l'enjeu est de taille. Pour affronter l'enjeu et la question, nous avons besoin de courage, nous avons besoin d'opiniâtreté, pour porter un débat sans tabou, capable de rencontrer à la fois l'intérêt populaire et capable de convaincre la gauche, ses militants, son électorat, que toute transformation sociale réellement progressiste ne pourra être menée sans affrontement avec l'Union européenne. Voici ce que je voulais dire au nom du MPEP en ouverture. Et puis nous allons entrer donc dans ce débat. Alors vous avez eu un programme, vous verrez que nous allons tenter de le respecter scrupuleusement, puisque maintenant chaque intervenant a 10 minutes dans l'ordre suivant. Donc je vous le redis: Bernard Cassen qui est là, Frédéric qui a changé de place, Lordon qui est là, Jacques Nikonov à ma gauche, Jacques Sapir et Emmanuel Todd. Merci évidemment à vous d'être venus.
de débattre. Et nous avons à nouveau à remercier ce que nous avons déjà fait ce matin, François Asensi, député de Seine-Saint-Denis, qui nous a permis d'accéder à cette salle de l'Assemblée nationale. Et Aurélien Bernier disait ce matin pour sourire que nous étions peut-être sans doute en train de repérer les lieux pour l'avenir. Voilà. Alors Bernard, c'est à toi. Bien, merci de cette invitation. Alors, que faire de l'Union européenne? Même si elle a une forte antériorité sur les autres formes d'intégration régionale, et même si elle en constitue l'exemple le plus approfondi, la construction européenne n'est pas seule au monde. Peut-être pourrions-nous à cet égard, et pour en tirer quelques enseignements, examiner de plus près ce qui se passe en Amérique latine, seul endroit de la planète où, actuellement, ont démocratiquement accédé au pouvoir des gouvernements progressistes déterminés à opérer de profondes transformations sociales et à rompre avec les dogmes néolibéraux. La révolution cubaine constituant un cas à part, historiquement, je veux parler de la Bolivie, de l'Équateur et du Venezuela, qui se distinguent d'expériences de centre-gauche, telles celles du Brésil, de l'Uruguay et peut-être demain celle du Pérou après l'élection de Ollanta Humala. Quels sont les traits saillants des processus en cours, pour certains depuis plusieurs décennies? J'en vois 4 principaux. 1. Les résultats dérisoires, sinon l'échec, des regroupements économiques régionaux fondés sur la concurrence et le libre-échange. Pour ceux qui s'intéressent à l'Amérique latine, je fais allusion au CARICOM, à la Communauté andine des nations, au marché commun centra-américain et même au Mercosur. Donc des regroupements qui, dès le début des années 60, s'étaient explicitement inspirés de l'ACE, du traité de Rome. Deuxième point, l'aspiration maintenant générale, après d'autres élections, celles qui ont eu lieu en Colombie et en Équateur, à l'unité latino-américaine. Je me suis trompé, ce n'est pas en Équateur, c'est au Pérou. Comme je le disais tout à l'heure, en Colombie et au Pérou, l'aspiration générale à l'unité latino-américaine et caraïbe, sans la présence des États-Unis et du Canada. Ça, c'est historique. En 2008, la création de l'Union des Nations Sud-Américaines, l'UNASUR, constitue un pas décisif. Le 5 juillet prochain sera créée à Caracas la communauté des États latino-américains et caraïbes, la CELAC, qui comprend la totalité, c'est une première, la totalité des États de la Caraïbe et de l'Amérique latine, avec Cuba, mais sans les deux puissances du Nord. Troisième trait que je relève, la création en 2004 d'une structure interétatique regroupant 8 pays, l'ALBA, l'Alliance bolivarienne des peuples d'Amérique, qui met au poste de commandement non pas la concurrence libre et non faussée, mais la solidarité et la complémentarité, en se fixant non seulement des objectifs économiques, mais aussi et surtout sociaux, ce qui fait toute la différence avec l'Union européenne, si l'on en croit Michel de Seine. Les 8 pays de l'ALBA, c'est 3 pays andins, le Venezuela, la Bolivie et l'Équateur, un pays d'Amérique centrale, le Nicaragua, et 3 petits États anglophones de la Caraïbe, la Dominique, Saint-Vincent et le Grenadine, et Antigua et Barbuda. Le Honduras en faisait partie jusqu'au coup d'État qui avait renversé le président Zelaya. Alors vous allez peut-être vous demander quand je vais retraverser l'Atlantique et traiter le sujet. J'ai pourtant l'impression de ne pas m'en être tellement éloigné. Ce que j'ai voulu montrer, c'est que dans un processus de marche vers l'unité continentale, et qui ne souhaiterait cette unité au niveau européen, petit a, ce n'est pas le marché qui rapproche les nations, mais la volonté convergente de peuples souverains. Petit b, que c'est donc à l'instance politique de fixer des objectifs mobilisateurs pour les peuples. Petit c, que l'on ne saurait confondre des politiques communes avec le lit de Procuste, où on étire le patient pour le mettre à la norme, ou bien où on coupe ce qui dépasse. En d'autres termes, il faut respecter les différences par des configurations à géométrie variable et ne pas exiger une unanimité qui serait due au plus petit dénominateur commun. Petit d, que des groupes restreints de pays peuvent mener des actions pionnières, avant-gardistes, qui ont vocation à s'élargir à de nouveaux partenaires sur la base d'une adhésion librement consentie. C'est ainsi que peuvent être mises en place, comme c'est le cas pour l'ALBA,
des constructions interétatiques, y compris avec des éléments de supranationalité qui s'affranchissent des diktats néolibéraux du FMI et de l'OMC ou qui les contournent. Les 4 observations que je viens de faire sont aux antipodes des principes qui structurent la construction européenne réellement existante. Primauté du politique, intervention des peuples, priorité du social, remise à leur place du marché de la concurrence, groupe pionnier, géométrie variable, rupture avec les canons libéraux, sont autant de bêtes noires de la planète européiste qui recrute aussi bien à droite qu'à gauche et à l'extrême gauche. On aurait pu penser que l'impasse où la crise de l'euro précipite une construction européenne déjà dénuée de projets aurait conduit ces européistes à revoir leur feuille de route et à changer de cap. Pas du tout. Ils nous disent que si l'Europe est malade, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'Europe, suffisamment de cette Europe-là. Nous sommes nombreux, au contraire, à penser qu'une autre Europe est possible, une Europe qui intéresse les peuples, pour reprendre la formule de De Gaulle, mais qu'elle doit reposer sur des fondations radicalement nouvelles. Il est strictement impossible de faire de l'intérieur du dernier en date des traités, celui de Lisbonne, comme le prétendent. Il est strictement impossible de le faire de l'intérieur des traités, celui de Lisbonne étant le dernier, comme le prétendent les naïfs, qu'ils soient vrais ou faux. Tout simplement parce que ce traité est précisément un carcan conçu pour ne laisser aucune possibilité de sortie du néolibéralisme. Je ne vais pas entrer dans le détail des propositions répondant à la question qui fait l'objet du colloque. Nous sommes 5 à la tribune et je ne saurais abuser de ma position de premier intervenant. Je n'en aurai d'ailleurs pas le temps dans les 10 minutes que Michel m'a imparties. Je me bornerai à énoncer 2 questions en forme de test que tout citoyen doit se poser pour évaluer les programmes des partis et des candidats à l'élection présidentielle. Première question. À quel endroit du programme sont énoncées les propositions de politique européenne ? Si cette dernière, la politique européenne, est mise sur le même plan que la politique en matière de sport ou d'éducation nationale, si importante par ailleurs que soient ces politiques, vous pouvez immédiatement en conclure que vous avez affaire à une imposture politique. En effet, dans la mesure où les décisions européennes surplombent et encadrent toutes les autres, et que 75% des textes qui nous régissent ne sont que des transpositions dans des lieux comme celui-ci, des transpositions d'actes législatifs décidés par les instances de l'Union, la question européenne doit apparaître dès la première ligne. Le citoyen doit savoir quelle marge d'action le parti ou le candidat qui le soutiendra voudront bien se donner, quelle marge d'action ils voudront bien se donner pour mettre en œuvre leur programme, étant entendu qu'aucune transformation sociale d'envergure n'est compatible avec le traité de Lisbonne. Deuxième question qui ne fait que préciser la première. Le candidat ou le parti sont-ils disposés à agir unilatéralement et de quelle manière en cas de verrouillage européen ? J'ai pu lire comme vous des propositions intéressantes ici ou là, mais qui sont subordonnées à un accord des 26 autres membres de l'Union. Un accord que toute personne sérieuse sait totalement impossible. Dans ces conditions, on peut multiplier les promesses du type Europe sociale en ayant la certitude ou la garantie qu'elles ne pourront pas être tenues. C'est du charlatanisme, de l'imposture politique au carré. Bien sûr, il est souhaitable de rechercher les accords les plus larges et de n'agir seul qu'en dernier recours. Donc, que les candidats et les partis lèvent la main pour que l'on vérifie qu'elle ne tremblera pas. La dénonciation de l'unilatéralisme, qui est un des poncifs d'une partie de la gauche et de l'extrême gauche, notamment de la direction actuelle d'une association que Jacques Nikonov et moi-même avons présidée dans le passé, est une manière de reporter tout changement aux calendes non pas grecques mais européennes, c'est-à-dire un futur dont on sait qu'il n'adviendra pas. Le 29 mai, les citoyens français n'ont demandé à personne la permission de voter non. Ils ont été suivis par les Néerlandais et par les Irlandais, mais c'était déjà le clone du traité, le traité de Lisbonne. Et tout porte à croire que si cela avait été le cas, c'est-à-dire des référendums dans la plupart des autres pays, si on avait donné la parole au peuple, le résultat aurait été identique. Pour certains, cet acte d'émancipation est un très mauvais souvenir. Pour nous, il est un précédent porteur d'espoir. Je vous remercie et j'ai tenu dans mes 10 minutes. Eh bien,
10 minutes pour Frédéric Lordon. Merci. Eh bien, à la question « Que faire de l'Union européenne ?», je serais assez tenté de répondre synthétiquement « La laisser aller à son dernier fracas, comme elle s'y prépare, et voir ce qu'il en sort ». Parce que lorsqu'on parle de l'Union européenne ces temps-ci, c'est plus une chronique de crise qu'il s'agit de tenir, mais un précis de décomposition. Le plus caractéristique et sans doute le plus impressionnant tient au fait que les institutions de l'eurozone sont littéralement à feu et à sang. Les conflits internes y ont atteint une intensité telle qu'ils ne prennent même plus la peine de se dissimuler. Et on en est arrivé au point où la Banque centrale européenne s'est engagée dans un chantage absolument inouï, en menaçant de ne plus accepter les titres grecs en collatéral et d'interrompre les supports de liquidité au secteur privé bancaire grec. Ce qui est une déclaration de guerre ouverte, proprement invraisemblable, et qui dit bien par son irrationalité les extrémités qui ont été atteintes, puisque la Banque centrale européenne avertit que si elle n'obtient pas satisfaction, elle accomplira elle-même et délibérément la chose même qu'elle essaye d'éviter dans son rapport de force avec les gouvernements, à savoir effondrer le système bancaire grec et plus largement le système bancaire européen. Donc on est là à un niveau d'aberration qui signale le dernier degré de la décomposition institutionnelle. Pour tout arranger, le FMI lui aussi a décidé d'apporter sa petite contribution au foutoir général et menace de ne pas débloquer sa tranche de crédit au plan grec 1.0 si l'Union européenne n'a pas préalablement arrangé un plan de sauvetage 2.0. Du côté des États membres également, c'est la plus grande confusion. Et spécialement en Allemagne, la chose est à remarquer, qui s'est fracturée entre une Allemagne tendance banque centrale qui ne veut entendre parler de restructuration des dettes sous aucun prétexte et une Allemagne contribuable qui l'exige absolument. Au milieu de cet imbroglio, on peut avoir confiance que l'urgence immédiate d'un deuxième plan d'aide à la Grèce sera surmontée fin juin. Gagner du temps, c'est encore l'une des dernières choses que les institutions de l'eurozone sachent faire. Restent cependant les questions liées à une possible restructuration de la dette grecque et de ses effets. Et alors le fait est que s'il y a défaut sur la dette grecque, le choc direct sur le système bancaire privé du pays va être rude. Fin 2010, les banques grecques détenaient à peu près 56 milliards d'euros des titres souverains de leur propre pays, et sur les autres systèmes bancaires également, ça secoura un petit peu. Mais surtout, à ce moment-là, il faudrait entrer dans une topologie fine du risque systémique, c'est-à-dire dans une espèce de cartographie du treillis des relations bancaires croisées et de ses nœuds, pour voir si, parmi les banques écroulables, il ne s'en trouverait pas une par hasard dont les connexions pourraient conduire à l'écroulement d'autres, et par suite initier la dynamique de l'effondrement bancaire cumulatif. L'appréciation de ce risque est des plus incertaines, mais au moins on peut en dire qualitativement qu'il croîtrait dangereusement si, comme c'est en fait probable, s'ajoutait aux défauts grecs une dynamique de contagion qui conduirait à terme bref à des défauts irlandais, puis portugais, etc. etc. Alors à la vérité, il ne serait même pas nécessaire d'aller jusqu'aux défauts techniques de ces pays pour que la situation devienne inextricable. À l'image de ce qui s'est passé pour le système bancaire américain à l'automne 2008, la configuration présente de multiples crises souveraines locales est donc sur le point de bifurquer en crise souveraine globale. Et le rapprochement avec l'automne 2008 n'est pas controuvé. Nous nous retrouverions à nouveau dans une situation identique de matérialisation d'un risque systémique géant. Vous avez d'ailleurs observé peut-être que les États-Unis, qui observaient jusqu'ici d'un œil un peu distrait l'agitation européenne, commencent à prendre un peu peur. Et effectivement, ils n'ont pas tort. Alors, situation identique à celle de 2008, mais à 3 différences près. Premièrement, en lieu et place des dérivés de crédit hypothécaire privés, nous avons affaire à des titres souverains. Deuxièmement, selon l'extension de la contagion, les encours exposés à des dévalorisations massives pourraient être très supérieurs, et par conséquent, les pertes bancaires potentielles. Troisièmement, enfin, en 2008, les banques avaient été sauvées par les pouvoirs publics. Mais cette fois-ci, les États seront aux abonnés absents, et pour cause. Ce qui n'épuise pas pour autant le champ des pouvoirs publics. En effet, reste la Banque centrale. De ce point de vue, Trichet n'a pas complètement tort. Enfin, on peut au moins comprendre sa logique. Car à partir d'une restructuration grecque, naît la possibilité d'une divergence bancaire géante qui réécroulerait tout le système. Et en effet, la BCE se retrouverait absolument seule en première ligne pour ramasser le tout à la pelle et au petit balai. Là où Trichet a tort, cependant, c'est en imaginant qu'il existe une solution alternative qui lui permettra d'y couper.
car la seule alternative actuellement présente, en tout cas dans le débat européen officiel, c'est la reconduction du même empire. Et selon une séquence tout à fait baroque, qui enchaîne sous nos yeux un premier plan de sauvetage, adjoint d'un premier plan de rigueur, qui est en train d'échouer, c'est ce dont nous faisons le constat à l'heure actuelle, échec qui appelle un deuxième plan de sauvetage, qui va s'accompagner d'un deuxième plan de rigueur, approfondissant la logique du premier, tout ça est d'une impeccable logique, etc., etc. Donc ça peut durer longtemps comme ça. Alors en fait non, ça ne peut pas durer longtemps comme ça. Et c'est pourquoi, à supposer qu'un deuxième paquet grec soit finalisé d'ici la fin du mois de juin, le problème se reposera immanquablement et à l'identique à échéance de 18 mois maximum, et en fait pas seulement pour les Grecs. Que se passera-t-il lorsque nous serons parvenus au bout de cette route ? Eh bien, dans une situation d'exception radicale, rendant absolument impérieuse une action décisive, la question stratégique sera de savoir qui est capable de faire quoi. Au moment où le système bancaire s'écroule, alors que les États sont financièrement incapables, il n'appartient plus qu'à la Banque centrale, non seulement d'assurer les soutiens vitaux de liquidité, comme elle l'a fait en 2008, mais également de se substituer aux États défaillants pour conduire la restructuration des bilans bancaires, à savoir apurer les pertes et recapitaliser. Au bout du chemin, il n'y a donc plus qu'une seule solution disponible, et c'est celle de la création monétaire massive. La BCE sous influence allemande y est-elle prête ? Il semble assez évident que poser la question, c'est y répondre. Et cette réponse se matérialisera sous la forme d'une fracture de la zone euro. Fracture entre d'une part un premier bloc sous influence allemande qui voudra se désolidariser des surendettés, affirmer sa capacité à servir régulièrement sa propre dette, c'est-à-dire reconduire la pleine et entière acceptation du jeu du financement des déficits par les marchés, donc de la normalisation des politiques économiques par les marchés. En d'autres termes, redire sa convergence de vues fondamentale avec le capital financier international en matière de politique économique. Et d'autre part, un second bloc qui pourra se découvrir un intérêt commun à entrer dans une logique radicalement opposée, à savoir, premièrement, répudiation intégrale de la dette publique. Deuxièmement, nationalisation flash du secteur bancaire ruiné, et ceci par saisie. Troisièmement, création monétaire massive pour d'une part recapitaliser les banques et d'autre part garantir les dépôts à vue et les épargnes, évidemment à hauteur d'un certain plafond. Quatrièmement, démantèlement des activités d'investment banking et neutralisation réglementaire brutale des marchés de capitaux. Enfin, et provisoirement, cinquièmement, réorganisation du financement des déficits sur une base mixte combinant concours monétaire de la Banque centrale et mobilisation des épargnes résidentes. Alors c'est là un programme suffisamment tranché pour qu'il soit assez clair que tout le monde n'est pas prêt à y entrer. Qui y adhérera ? C'est une question tout empirique, qui recevra sa réponse en situation. Rien ne permet d'exclure a priori qu'une pluralité d'ex-États membres se reconnaissent dans ce programme, car de puissants intérêts communs à la rupture sont déjà constitués. Contre la position nationale rigoriste, je dirais même intransigeante, voire étriquée, il faut redire la viabilité possible et surtout l'intérêt intrinsèque d'une union plurinationale, économique, monétaire, mais surtout politique. C'est-à-dire d'une union qui se construirait cette fois sur une convergence réelle et profonde en matière d'organisation économique lato sensu, c'est-à-dire incluant le modèle de politique économique, les formes de la finance et le régime de concurrence. Or, en cette matière, l'union qui naîtrait dans les circonstances aussi violentes que celles que j'ai dites, et par là aussi discriminantes, serait d'emblée assurée de cette convergence dont la profondeur et la robustesse seraient attestées à l'épreuve originelle d'une crise maximale. Mais surtout une union politique, c'est-à-dire une union garantissant la plénitude du principe de souveraineté, par l'organisation adéquate des rapports économiques internationaux, neutralisant les empiètements extérieurs, et par la construction des institutions politiques adéquates, garantissant l'exercice intérieur. Mais symétriquement, contre la position internationaliste qui veut intransitivement l'union, c'est-à-dire l'union pour l'union, et sans le moindre égard pour les conditions concrètes de l'union. Il faut redire également la viabilité d'une solution simplement nationale, et n'avoir aucune hésitation à y recourir si les autres solutions s'avèrent impraticables. Je conclus en récapitulant. Premièrement, l'euro est probablement mort, et dans tous les cas, il est odieux.
Deuxièmement, recréer une monnaie commune dans le cadre d'une union politique réelle, mais sur des bases radicalement transformées et progressistes, est une solution très possible en principe. La conjoncture proche pourrait même lui donner un fameux coup de main. Non seulement cette solution est envisageable, mais j'ajoute qu'à mes yeux, elle est préférable. Pour autant, troisièmement, possible en principe, cette issue pourrait être avérée impossible en pratique. Et ça ne serait pas un drame. La solution unilatérale nationale est là, et elle est toujours praticable. Si les circonstances l'imposent, il n'y aura donc pas à hésiter. Je vous remercie. Merci. La clarté, la ponctualité. Jacques Nikonoff. Alors, pour ma part, à la question que faire de l'Union européenne, je réponds démanteler l'Union européenne. Parce que je pense qu'il faut abréger les souffrances, il faut débrancher le malade, il faut euthanasier l'Union européenne. Alors, pourquoi euthanasier l'Union européenne et comment y parvenir? D'abord, je crois qu'il faut démanteler l'Union européenne pour s'émanciper de l'ordre néolibéral mondial. Parce que c'est la condition nécessaire, à mon avis, à l'émergence d'un nouvel ordre mondial qui tende vers un socialisme du XXIe siècle. Et l'ordre néolibéral actuel, mondial, on le sait, est un vaste système de domination et d'aliénation des peuples et des nations. Alors, il est assuré à la fois par les grands médias, par les firmes multinationales, par le système financier, les marchés financiers, d'un côté, et d'un autre côté, cet ordre mondial néolibéral est garanti par les institutions multilatérales, l'OTAN, le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, l'OCDE et l'Union européenne. Souvent, on entend des critiques tout à fait justifiées contre l'OTAN, le FMI, la Banque mondiale, etc. Mais on oublie l'Union européenne. Non, l'Union européenne fait partie du système de domination mondiale, de l'ordre mondial néolibéral. Et cet ordre mondial s'est créé par étapes, on n'a pas le temps de l'évoquer ici. Mais cet ordre mondial, c'est la mondialisation. C'est ce que certains appellent la mondialisation. C'est exactement la même chose. Et on est en droit de parler de politique de mondialisation, pas simplement de mondialisation, comme si la mondialisation venait de nulle part et n'avait pas de cause. Non, la mondialisation, les politiques de mondialisation sont le résultat de l'action persévérante, révolutionnaire des classes dirigeantes pour façonner un monde conforme à leurs intérêts. Et ce monde, c'est celui qui venait après les grandes luttes sociales des années 60 et 70, après les luttes d'émancipation nationale des peuples, à la sortie de la colonisation, à la sortie de la guerre pour la décolonisation. Il fallait rediscipliner le monde du travail et les peuples du tiers-monde. La mondialisation s'est fixé cet objectif. Rediscipliner le salariat des pays occidentaux et les peuples des pays du tiers-monde, c'est fait par la réorganisation du travail à l'échelle planétaire, le libre-échange. Et le système de l'Union européenne est partie intégrante de l'ordre mondial néolibéral. Qu'est-ce que c'est que l'Union européenne finalement? C'est une relique de la guerre froide. C'est le passé, ça n'est pas l'avenir. Ce système d'Union européenne en tout cas. C'est la division de l'Europe entre Est et Ouest, entre Nord et Sud. Ça n'est pas l'union des peuples, cette Union européenne-là. C'est l'union des classes dirigeantes européennes pour faire prévaloir leurs intérêts dans la compétition capitaliste internationale. Et donc finalement, cette Union européenne, c'est un système dépendant
des gouvernements et des milieux d'affaires américains. Dès le départ, ça a été dit ce matin, dès le départ, il s'agissait de construire un marché commun. Il ne s'est jamais agi, il n'a jamais été question de construire, par exemple, un modèle social européen auquel certains se raccrochent encore autour de ce mythe. À gauche, disons même dans la vraie gauche, nombreuses sont les forces qui appellent à la sortie de l'OTAN, voire au démantèlement de l'OTAN, à juste titre. Il y en a d'autres qui commencent à évoquer la nécessité de la sortie de l'OMC, voire même le démantèlement de l'OMC. Curieusement, une association altermondialiste, au lieu de lutter pour la sortie du FMI et pour le démantèlement du FMI, au contraire, légitime le Fonds monétaire international en présentant une responsable de cette organisation à la direction du FMI. Ça légitime pour remplacer Strauss-Kahn. C'est ridicule. Le FMI est une succursale du gouvernement des États-Unis et mettre à sa tête Dominique, Christine ou Aurélie n'y changera strictement rien. D'ailleurs, on peut se demander si, le cas échéant, ce duo entre les Européens et les Américains pour diriger le FMI était valable et si peut-être il ne fallait pas nommer quelqu'un des pays émergents, un Brésilien, un Chinois, un Russe, peut-être, si la question était valable. L'Union européenne doit subir le même sort que l'OTAN. Les militants qui luttent pour le démantèlement de l'OTAN ont toutes les raisons de lutter aussi pour le démantèlement de l'Union européenne. Précisément, comment démanteler l'ordre néolibéral mondial? En prenant des décisions unilatérales, pays par pays, dans une perspective internationaliste et universaliste, celle d'un socialisme du XXIe siècle, dans cette perspective historique-là. Pour y parvenir, personnellement, je vois 4 conditions. La première condition, il faut convaincre les partis de gauche, leurs adhérents, leurs électeurs et au-delà les citoyens, que le temps va quelque part. Alors, que signifie cette expression? Elle vient du philosophe allemand Jürgen Habermas, qui faisait observer, après la chute du mur, que la gauche, comme les croyants, finalement, avait une vision optimiste de l'histoire. Et c'était dans la tradition de gauche partir à l'assaut du ciel, c'était les lendemains qui chantent, c'était changer la vie. Donc, en un mot, le temps allait quelque part. Il allait vers quelque chose de mieux. Et ceux qui ont prophétisé la fin de l'histoire, après la chute du mur, finalement, ont gagné provisoirement une bataille intellectuelle, culturelle, politique très importante. Parce que la gauche, dans ses différentes composantes, aujourd'hui, en effet, ne pense plus le monde, ni d'ailleurs la nation. Et les deux vont ensemble. Et elle n'a pas de perspective mondiale. Elle s'inscrit entièrement dans le cadre du néolibéralisme et de ses institutions. Le socialisme n'est plus son horizon. Et donc, elle est aplatie sur le présent. Un exemple de cette dérive nous est offert avec le programme que vient de publier le Front de gauche. Front de gauche envers lequel, par ailleurs, nous avons de la sympathie. Mais le programme qui vient d'être publié il y a quelques jours est intemporel et s'il était appliqué, il ne permettrait pas de résoudre la crise en aucune sorte. Deuxième point, il faut articuler les courts, moyens et long termes dans l'action politique et il faut articuler les actions à l'échelle nationale, européenne et internationale. Exemple, je ne veux pas accabler le programme du Front de gauche, mais dans le programme qu'il vient de publier, qui est intéressant, qu'il faut lire, on voit la proposition suivante. Je cite une phrase. « La France agira pour
l'institution de protection commune pour des normes sociales et environnementales communes aux Européens face à la pression du capital et des productions à bas coût sur les marchés mondialisés. Bon, quand on lit cette phrase, il y a une petite musique sympathique et un œil distrait pourrait dire ben, c'est pas mal finalement ce qui est écrit là. Mais personnellement, je trouve que cette phrase est contraire aux valeurs de la gauche. Elle est inefficace, cette proposition est inefficace. Elle est hypocrite et elle est racoleuse. Alors, oui, si on lit sérieusement ce genre de proposition, ce sont des mesures qui sont contraires aux valeurs de la gauche. En quoi? Aux valeurs, parce que finalement c'est une mesure européiste et non pas internationaliste. Qu'est-ce que l'européisme? L'européisme, chacun le sait, c'est l'européisme est à l'Union européenne ce que le nationalisme est à la nation. Pourquoi le Front de gauche veut-il la protection contre le dumping social, fiscal, environnemental au seul pays de l'Union européenne, des 27 pays, alors que l'Europe, le continent européen, compte 49 pays. Mais on se moque des autres pays qui subissent les mêmes effets des politiques de mondialisation. Est-ce que ces autres pays qui ne sont pas dans l'Union européenne sont quantité négligeable? On les laisse tomber. Cette proposition, en outre, est parfaitement inefficace parce que entre les 2/3 et les 3/4 du commerce à lieu de l'Union européenne se fait au sein de l'Union européenne. Donc faire des barrières autour ne règle pas les problèmes. C'est hypocrite. C'est hypocrite parce que dans mon livre, je parle de la nouvelle question allemande. Et il y a des travaux multiples qui montrent que les dirigeants allemands ont mené une politique agressive, non coopérative, qui impose des déficits commerciaux aux autres pays de l'Union européenne. Si on ne règle pas cette question-là, on ne peut rien régler par ailleurs, puisque ces déséquilibres au sein de l'Union européenne vont persister. Et puis c'est racoleur. C'est racoleur parce que c'est un peu de la démagogie. On fait croire qu'on peut prendre des dispositions, alors qu'on ne peut pas. Il me reste 1 minute. Troisième point, je donne la tête de chapitre, il faut cesser à gauche la politique du chien crevé au fil de l'eau et faire preuve de courage politique. Il faut ensuite, quatrièmement, oser prendre des initiatives unilatérales. Et ces initiatives unilatérales, mises bout à bout, peuvent aboutir à une dynamique politique qui rassemble plusieurs pays. Et donc, pour conclure, je dirais que l'avenir de la gauche, ses succès futurs, passe par un engagement clair, dynamique et sans ambiguïté pour le démantèlement de l'Union européenne et la construction d'un nouvel ordre mondial. Merci Jacques, tu as fini par tenir dans le temps. Jacques Sapir, c'est à vous. Merci. Oui. Merci. Voilà. Merci. Bon, je suis un petit peu embêté, vu que Frédéric Lordon m'a privé d'une partie de mes effets comme de mon texte. Et donc, je vais quand même tenter de répondre à cette question à travers 5 interrogations, ou plutôt 5 commentaires. Que faire de l'Union européenne? La première chose qu'il faut dire de ce point de vue-là, c'est que l'Union européenne n'est pas l'Europe. Elle n'est pas l'Europe tout d'abord en termes géographiques. Elle n'est pas l'Europe ensuite dans le sens que le processus de réconciliation franco-allemand n'est pas interne à l'Union européenne. Il s'est déroulé avant. L'Union européenne n'est pas la garantie de la paix en Europe.
Et donc, on voit bien ici que l'Union européenne et l'Europe sont en fait deux entités distinctes. C'est important de le rappeler, à un moment où, chez un certain nombre de gens, vous avez une préoccupation qui est en train de monter, qui est la crainte de voir la crise actuelle, comme la crise de 1929, aboutir à nouveau à des tensions internationales, voire à des guerres. Et c'est vrai que cette crainte n'est pas entièrement dénuée de fondement. Il faut donc, de ce point de vue-là, regarder très finement la question et demander, est-ce que l'Union européenne est réellement un instrument qui permettrait de coordonner les intérêts des pays qui en sont membres? Et là-dessus, en particulier sur la question de l'Allemagne et de ses partenaires, on voit bien qu'il n'est pas possible de régler un certain nombre de problèmes dans le cadre de l'Union européenne. Ce qui m'amène immédiatement au deuxième point. L'Union européenne est une construction institutionnelle qui, depuis le traité de Maastricht, a avancé dans deux directions. La direction du libéralisme, évidemment, mais aussi la direction de la bureaucratie. Et ceci est d'une certaine manière la conséquence du processus d'élargissement qui a été voulu pour tenir compte, effectivement, des changements géostratégiques qui survenaient sur le continent. Ce processus d'élargissement a voulu faire rentrer dans un cadre unique des pays qui certes aspiraient à faire partie d'une communauté culturelle et politique, mais qui n'étaient pas préparés, qui n'avaient pas les moyens de se préparer, de faire partie d'une communauté économique. D'ailleurs, pour les pays de l'Est, le chemin le plus court vers l'Union européenne s'est appelé l'OTAN. On a d'abord adhéré à l'OTAN avant d'adhérer à l'Union européenne. Et l'on voit bien que le résultat de ce processus d'élargissement, c'est le fait que d'une part, la bureaucratie bruxelloise n'a cessé de se développer, en particulier d'ailleurs à travers des programmes dits de soutien au PECO et à l'ex-Union soviétique. Je le sais un petit peu pour y avoir participé. Ces programmes d'ailleurs où l'argent était majoritairement dépensé dans les pays de l'Union européenne et non pas dans les pays qui étaient supposés recevoir cet argent. Mais aussi en direction du libéralisme. Et là, il faut bien comprendre que quand vous êtes sous la nécessité de prendre des mesures qui doivent être adoptées à l'unanimité, la solution libérale apparaît comme techniquement la plus simple et la plus facile. Il y a là une espèce de malédiction du libéralisme comme la solution la plus aisée, le fameux point focal dans une négociation. Ça a été décrit au début des années 60 par Schelling. Et d'une certaine manière, on va dans cette direction parce que l'on ne trouve pas, parce que l'on n'a pas les moyens d'aller vers d'autres directions. Troisième point, l'Union européenne apparaît de plus en plus comme un système de contraintes, et un système de contraintes qui vise à dépolitiser des choix économiques. Ce que j'entends par dépolitiser, ça veut dire retirer à l'action politique ces choix économiques. Or, les choix économiques qui sont soumis à cette dépolitisation, c'est sur trois terrains extrêmement importants. Le terrain de la concurrence, on sait tout le travail qui a été fait par les directives européennes en matière de la concurrence, et on en voit le résultat aujourd'hui. Dans le domaine de la finance, il faut quand même rappeler que nous avons abouti à cette aberration d'avoir une zone monétaire au sein de l'Europe, alors qu'il n'y avait aucune règle commune sur la banque de détail. Autrement dit, on a unifié la monnaie, mais on n'a pas donné des règles communes au système bancaire, ce qui évidemment a conduit les systèmes bancaires de ces différents pays à avoir des stratégies extrêmement divergentes en matière d'endettement. Enfin, évidemment, dans le domaine social.
Alors, de plus en plus, les décisions sont retirées à l'espace de la démocratie pour être attribuées à des experts à ce niveau de l'expertisme qui, aujourd'hui, peut qualifier un petit peu cette dérive de l'expertise. Ce qui m'amène à mon quatrième point. Ce processus révèle une conception de la démocratie qui est purement formelle et qui est en réalité antagonique avec toute conception réaliste et substantielle de la démocratie. La conception de la démocratie qui est vivante au sein des institutions européennes, c'est la confusion de la légalité et de la légitimité. C'est l'idée que quand un texte a été adopté dans des formes légales, il est nécessairement légitime. Or, il n'en est rien. De fait, c'est la légitimité qui précède la légalité, mais admettre cela voudrait admettre le recours à la souveraineté populaire. Ce qui est impossible dans le cadre de l'Union européenne et ce qui a été très bien expliqué dans un arrêt de la Cour constitutionnelle allemande, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, qui a, dans un de ses arrêts, expliqué qu'il n'y avait pas de peuple européen, donc il n'y avait pas de démocratie européenne, et qu'en conséquence de quoi, la démocratie ne trouvait sa naissance que dans les États-nations. Il faut quand même se rappeler de ce texte qui dit une chose extrêmement importante. Alors, cinquième point, que faire de l'Union européenne? D'une Union européenne dont on sent bien qu'elle est aujourd'hui un problème, qu'elle est notre problème, mais dont on sent bien aussi que les modes de sa défaisance peuvent être extrêmement différents. De ce point de vue-là, je suis d'avis qu'il faut aujourd'hui en venir à des solutions unilatérales dans le cadre de l'Union européenne. C'est ce que l'on appelle dans le jargon des spécialistes opting in, opting out. Autrement dit, nous devons, et le faire de manière unilatérale, dire quels sont les réglementations européennes que nous acceptons et quelles sont celles que nous refusons. Il est clair que ceci introduira une crise grave dans l'Union européenne. Il est possible que cette crise aboutisse à la dissolution de l'Union européenne. Mais procéder de cette manière-là laisse ouvert le champ possible d'accords négociés avec certains pays pour réaliser justement cet opting in et cet opting out de concert et ne renvoie pas immédiatement à l'indifférenciation européenne ou, à l'inverse, à l'hétérogénéité de chaque pays. Le risque, c'est vrai, c'est que, ayant fini par détruire l'Union européenne, nous nous retrouvions sans rien. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut avoir une certaine prudence. Mais d'un autre côté, il ne faut pas que cette prudence paralyse l'action, et paralyse l'action en particulier dans le cadre national. Autrement dit, je dirais, il faut tirer l'Union européenne dans notre sens à partir d'actions unilatérales. Si elle doit casser dans ce processus, eh bien, elle cassera. Et nous ne devons pas, d'une certaine manière, nous arrêter à ce point. Mais il ne faut pas d'emblée nous attaquer au cadre de l'Union européenne et dire nous voulons sortir de l'Union européenne. D'autant plus, et je terminerai là-dessus, qu'il n'existe pas
de mécanisme juridique pour exclure un pays ou de l'Union européenne ou de la zone euro. Autrement dit, et là je terminerai par une réflexion par rapport à ce qu'a dit Frédéric, si un pays de la zone euro se décide à reprendre le contrôle de sa banque centrale et à monétiser une partie de sa dette en euros, les autres pays ne peuvent pas l'exclure de la zone euro. Ça poserait un sérieux problème diplomatique, j'en suis bien conscient, ça poserait un énorme problème à la zone euro, mais ça permettrait aussi que se développe tout un débat, et dans ce débat que l'on puisse retrouver des positions qui soient des positions communes avec certains pays. Donc, voilà un petit peu la stratégie à laquelle je pense actuellement, mais il faut aussi avoir une stratégie plus large et qui vise à engager un débat directement avec des pays d'Europe qui ne sont pas des membres de l'Union européenne. Je vous remercie. Merci. Eh bien, Emmanuel Todd, c'est à vous, 10 minutes. Milieu. Voilà, ouais, toujours low-tech. Je n'ai pas de grand message nouveau à produire sur l'état de l'Union européenne. Quand on m'a posé la question, que faire de l'Union européenne, enfin, honnêtement, ma première réaction, c'est de me dire, tiens, ça existe toujours, ce machin-là. Parce que, en fait, je suis assez, d'attitude générale, c'est dire, le truc est en train de se disloquer. Je pense que je suis en accord avec beaucoup de gens ici. L'euro est condamné. Et est-ce que ça vaut vraiment la peine, quand on fait de l'anthropologie de l'histoire, de consacrer ces dernières forces de chercheurs à une réflexion sur les mécanismes financiers européens? Je suis complètement honnête au départ. Donc je peux juste dire comment j'évolue sur ces questions. Donc moi, j'avais donné mes conclusions dans le dernier chapitre d'un bouquin qui s'appelait La démocratie, dans lequel je disais que j'étais favorable. Moi, j'étais anti-maastrichtien, je ne crois pas à l'existence d'une culture européenne commune. J'ai travaillé sur les systèmes familiaux, les Français, les Allemands, les Italiens, ce n'est pas la même chose. Donc j'ai une vision très sceptique sur ces questions, qui n'est pas institutionnelle, qui est très empirique, qui ferait froid dans le dos à certains universalistes français, puisque c'est très culturaliste en fait, c'est de l'anthropologie. Mais donc voilà, donc j'avais trouvé que la construction de l'euro était une folie, et ça l'était. Et puis par la suite, je m'étais rallié à l'idée européenne dans le contexte de la globalisation, puisque je m'étais dit que quand même l'espace européen, que je ne définirais même pas, était quand même l'espace de protection économique, pas optimale, mais presque optimale. C'est-à-dire que ce qui a fait sortir la globalisation, c'est plutôt des espaces continentaux, et je pensais que le passage au protectionnisme à l'échelle du continent, dans la mesure où il y avait déjà cette monnaie unique qui existait, qui était une base de discussion, c'était le but à rechercher. Je veux dire, pour moi, quelques centaines de millions d'Européens ayant des niveaux éducatifs à peu près comparables, quoique étant très différents les uns des autres en termes de mœurs, c'était un espace qui, à l'abri de protection d'un type ou d'un autre, c'est là-dedans on pouvait créer les conditions de remontée des salaires, détruire les situations de domination du capital et maîtriser les flux financiers. Je pensais comme ça, et d'une certaine façon, je pense toujours comme ça. Je pense toujours que ce qui ferait de moi peut-être le plus, je n'ose pas dire européiste, parce que vu mon degré de scepticisme, mais je me sens sur la... Peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression de représenter l'aile droite ici. C'est une aile droite déjà très à gauche, mais bon, c'est l'aile droite de la gauche, je ne sais pas, quelque chose de cet ordre. Donc je pense toujours comme ça, et j'avais mis mon propre programme présidentiel à la fin du bouquin, du genre, il faut avoir une discussion virile mais correcte avec l'Allemagne, la mettre face à ses responsabilités, et leur dire que s'ils n'assumaient pas leurs responsabilités de puissance industrielle et exportatrice dominante sur le continent, et donc la mise en place d'un protectionnisme à l'échelle continentale, et vu ce que donnaient les politiques non coopératives qui ont déjà été évoquées ici plusieurs fois finalement, vu le comportement totalement égoïste de l'Allemagne dans le contexte de concurrence aggravée par la globalisation,
eh ben, il fallait dire aux Allemands qu'on sortait de l'euro et qu'ils pouvaient crever avec un marque remontant à des altitudes asphyxiantes, hein, en gros. Je vais vite parce que il me reste combien de temps là? Bon. Voilà. Donc j'étais sur cette ligne et je pense que c'était une ligne. Si on avait eu, si on pouvait faire l'hypothèse d'élite française responsable, d'un gouvernement intelligent, courageux, tout ça était très bien. Techniquement, ça me paraît. Mais maintenant, il est très clair que ce n'est pas ça qui est en train de se passer et ce n'est pas ça qui va se passer. Donc l'idée d'obtenir une mutation politique intelligente en France avec un gouvernement capable d'affronter l'Allemagne sur ces questions et de tenir un discours ferme, imposant, je dirais, quelque chose à l'Allemagne, me paraît tout à fait exclu. Donc je suis repassé en mode historien qui observe ce qui se passe et qui s'apprête à devoir prendre parti dans des crises à venir. Et il me semble, je veux dire, j'ai l'impression que ce qui se passe actuellement, c'est que quand on parle de l'Europe ou quand on parle du déclin des nations, on est déjà en retard. Parce qu'il me semble que ce qui se passe actuellement dans la sphère européenne, c'est que l'Union européenne est en cours d'autodestruction, mais à un niveau très profond. Et ce que peut-être on n'a pas encore suffisamment analysé, c'est que la réémergence des nations est en train de se faire sous une forme particulièrement brutale. On a sens attaquer Bruxelles n'a plus de sens. D'ailleurs, on ne parle plus de Bruxelles. Maintenant, on parle de Francfort, hein, de la Banque centrale. Et la réalité, qu'est-ce que c'était l'Europe? Déjà que je ne l'aimais pas quand c'était un beau projet, si on peut dire. Vous voyez, cette idée de... Parce qu'il y avait cette idée que tous les Européens étaient pareils, c'est une idée complètement ridicule. Il suffit de passer le Rhin ou les Alpes pour voir que les systèmes de mœurs sont différents. Mais il y avait ce rêve de nations en paix et puis de nations qui étaient égales à l'intérieur de cet espace paisible, quelle que soit leur taille. Bon, bien entendu, il y avait aussi l'idée du couple franco-allemand. Le système était pragmatique en ce sens qu'il admettait que certaines nations étaient plus égales que d'autres et qu'elles étaient leaders dans ce système de nations égales. Mais il y avait l'idée que c'était une mécanique sympathique où les petits pays étaient respectés et que d'une certaine façon, la mésentente franco-allemande assurait la liberté des petits pays. Hein, on disait si les Français et les Allemands étaient d'accord, il y a tellement de problèmes que ça veut dire que les autres trouveront leur place dans ce système. Et il me semble que le système est complètement mort. Et ce qui est en train d'apparaître, c'est l'émergence de plus du tout l'Union européenne, enfin on peut appeler ça comme ça, mais c'est que ce rêve de nations égales, je veux dire, est totalement pulvérisé. Et les évolutions, tous les débats sur la dette, sur la Grèce, sur le rôle de l'Allemagne, ça y est, on parle de toutes les nations d'Europe comme si elles existaient de nouveau et comme si elles étaient engagées dans des rapports de force. Et la nation dominante en Europe, c'est l'Allemagne qui réapparaît en tant que nation, et la France réapparaît en tant que nation, malheureusement, comme brillant second de l'Allemagne. Donc en ce sens, le système est déjà mort. Donc je pense que l'une des choses qu'on pourrait déjà faire, quand même au niveau idéologique, au niveau du discours, c'est essayer de faire prendre conscience de ça. C'est déjà formaliser, dire que l'Europe des nations est en cours de renaissance et sous sa face la plus antipathique. L'Europe est devenue un système de domination hiérarchique. C'est déjà plus simplement, j'écoutais tout le monde, c'est déjà plus le problème d'un capitalisme globalisé impersonnel. Tout ça renvoyait plutôt d'ailleurs à la domination américaine. La vérité, c'est que les Américains sont moins là. Ils sont dans une telle mouise maintenant qu'ils agissent moins. Maintenant, c'est les bons vieux problèmes de l'Europe. Est-ce que l'Europe est le continent qui est dominé par l'Allemagne? Et comment est-ce que la France se situe, je dirais, par rapport à tout ça? Donc ça, c'est ce qu'on peut faire en termes d'action. Je pense que l'action idéologique, l'action doctrinale est importante. C'est essayer de faire prendre conscience aux gens que maintenant, les gens qui sont européens, les gens qui défendent l'euro, les gens qui se disent européens et les gens qui défendent l'euro ne sont pas des gens qui défendent l'Union européenne, c'est des gens qui défendent un nouveau système, qui est un truc nouveau, qui est un système hiérarchique avec des forts et des faibles, des grosses nations, des petites nations, et les petits, faibles économiquement, doivent s'aligner et obéir. Donc si déjà on arrivait, je n'ai pas trouvé de mots avant de venir ici, parce que je ne travaille pas là-dessus en ce moment, mais l'idée qu'il y a un système nouveau qui est en train, ou qui tente de se mettre en place à travers ces crises,
et dont je ne pense pas, sur le fond, dans la pratique, vous allez voir, sur les conclusions, je vais dire que je suis d'accord avec Sapir et Lordon en pratique, donc ça n'a aucune importance. Mais je pense qu'il y a un travail, je veux dire, il y a un travail idéologique, je dirais, de prise de conscience. Alors, en ce qui concerne le reste, maintenant j'en viens avec mon accord avec ce qui a été dit en pratique, c'est-à-dire je reste favorable, je ne parlerai pas comme Nikonov à l'idée dire qu'il faut démanteler l'Union européenne, qu'il faut prendre une posture anti-européenne au stade actuel. J'ai bien dit que je n'étais pas un fou de l'Europe, hein, mais je ne serais pas partisan de faire ça, parce qu'il y a quand même, d'abord dans la conscience ou le subconscient des gens, il reste quand même l'idée que l'Europe, c'est la paix, et puis c'est vrai que la planète est vaste, qu'il y a beaucoup de Chinois, beaucoup d'Indiens. Quand même, je veux dire, ça existe dans le subconscient des gens et ça existe aussi dans la réalité. Donc je ne pense pas que prendre une posture anti-européiste ou anti-européenne radicale soit très productif ou que ça corresponde même à dirais, une certaine réalité. Je veux dire, il y a une réalité, c'est le continent est là, on est voisins. Il y a quand même, puis il y a des habitudes de discussion qui ont été prises. Il y a quelque chose qui existe et je dirais et qu'il faudrait garder. Maintenant, au-delà de ça, comme il est évident que dans l'immédiat, on ne va rien obtenir des Allemands, au rythme où vont les choses, dans la mesure où le rythme de la crise est tel qu'on ne peut pas imaginer des évolutions idéologiques positives, etc. Ce qu'il faut, c'est se préparer à gérer des crises. Et à ce stade, je vais simplement dire, je vais aller au plus simple. Je vais dire qu'en gros, je suis d'accord avec Sapir, ou que je lui donne raison, en fait, sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'il faut être prêt. Je dirais que dans les interventions que j'ai entendues, celle dont je me sentais le plus proche au stade actuel, c'était celle de Sapir, dire il faut être prêt à agir de façon unilatérale dans un contexte national qui pour nous est le contexte français, mais sans dire qu'on sort de l'Europe ou qu'on fait des choses comme ça. Donc en fait, il faut se préparer psychologiquement et pratiquement à la fin de l'euro. Et je dirais, au fond, moi, mon attitude, elle ne change que, je dirais, que dans le moment où je place les choses. Avant, j'étais dans un état d'esprit du genre, on réfléchit, on discute, on met des choses en place et on crée une confrontation théorique avec l'Allemagne. Et nous passons au protectionnisme européen. Et le protectionnisme européen, le bon argument pour le faire accepter aux européistes, c'est que c'est la chose qui va permettre de sauver l'euro. Bon, honnêtement, on n'a plus le temps. Je pense que l'euro n'est plus sauvable. Donc je pense qu'il faut se préparer psychologiquement et pratiquement à une bonne gestion de la disparition de l'euro. Et alors avec dans la foulée, l'élimination de la dette, les nationalisations bancaires, tout ce qu'on veut. Hein. Je ne suis pas d'extrême droite quand même. Hein. Je veux dire, je suis très ouvert à des solutions radicales. Hein. Il y a pas de, ça peut être l'occasion d'une merveilleuse expérience, la pulvérisation de l'euro. Hein. Personne n'a encore mesuré les virtualités pratiques de cette fête. Possible, hein, vraiment. L'euro disparaissant, ça va être l'imagination au pouvoir ensuite. Voilà. Et donc je pense qu'il faut. Je crois que j'ai fini, ça me paraît clair. Mais je garde le protectionnisme européen en horizon du rêve. Parce que je ne pense pas, quand même, soyons sérieux. Je ne pense pas que compte tenu de la planète qui s'annonce, je ne pense pas quand même, je pense que la France peut tout à fait, j'aimerais que Sapir me dise s'il est d'accord avec ça ou non. Je pense qu'il a complètement raison quand il dit que, je ne sais plus s'il a dit là ou dans un bouquin d'ailleurs, que la bonne façon d'agir, c'est d'agir sans consulter les partenaires, en espérant ou en garantissant, je dirais, un effet d'entraînement, hein, si j'ai bien compris. Et j'ai trouvé ça extrêmement convaincant, en fait, compte tenu des marges. Je pense que la France a tout à fait la taille pour obtenir ça. Mais au-delà de ça, je ne pense pas que je pense que si l'effet d'entraînement ne se fait pas
et si les Allemands étaient suffisamment obtus pour ne pas se laisser entraîner, je reste convaincu que la France n'est pas si grande que ça et que le fait de pouvoir négocier à l'échelle de l'Union européenne, dans le monde qui existe, c'est quand même plutôt un avantage. Voilà. Ok, merci. De toute façon, vous allez avoir le plaisir de pouvoir vous répondre puisque telle est la règle du jeu, puisque maintenant vous avez 5 minutes chacun pour répondre aux interventions des uns et des autres, donc dans le même ordre. Hein. Donc c'est Bernard Cassen d'abord, Frédéric Lordon, Jacques Nikonov, Jacques Sapir, Emmanuel Todt, 5 minutes chacun, et après c'est le débat avec la salle. Comme je suis d'accord avec pratiquement tout ce que les uns et les autres ont dit, et parfois même sur des positions qui sont contradictoires apparemment. Et ça, je pense que la question européenne... Le stade suivant, c'est la conversion au christianisme. Non, je me sens... Non, mais non, pas du tout. Je me sens assez proche, finalement, de la position qu'a exprimée Jacques Sapir, qu'il a déjà exprimée dans d'autres textes, et moi aussi d'ailleurs dans d'autres. Je dirais que la tactique, ça serait faire de la méthode Monnet à l'envers. La méthode Jean Monnet, vous le savez, ça consistait à créer ce qu'il appelait des solidarités de fait, des engrenages, des situations de non-retour. Dans cette méthode, on ne peut qu'avancer. On ne peut pas s'arrêter. C'est comme le vélo, un vélo à pignon fixe en quelque sorte. On ne peut qu'avancer. Si on s'arrête, on tombe. Et le pignon fixe ne permet pas de revenir en arrière. Donc, c'est comme ça qu'a été faite l'Europe en catimini, par des élites politiques, technocratiques et économiques, non pas en secret, mais ni même à l'insu, mais presque des peuples. Mais je pense que un gouvernement de gauche bien inspiré, comme celui que tu as décrit, Emmanuel, eh bien, devrait effectivement dire ça oui, ça non, l'opting in, l'opting out, c'est tout à fait ça, et voir ce qui se passe. Il se passerait fatalement beaucoup de choses. Première chose qui se passerait, c'est que la Commission européenne, qui est gardienne des traités, dirait à un gouvernement français, écoutez, on est désolé, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est contradictoire avec l'article 27 ou 138 du traité. Donc, vous arrêtez. Alors, le gouvernement est confronté à un dilemme. Ou bien il dit, ah ben oui, effectivement, j'avais oublié l'article, donc je retire ma proposition. Ou bien il les envoie, je vous envoie paître. Et on continue parce qu'il y a quelque chose de supérieur au traité, c'est la volonté populaire. Et là, il se crée un engrenage. Il se crée à chaque fois de nouvelles situations qui provoquent de nouvelles crises, qui peuvent aussi susciter des accords, des solidarités, des mises en mouvement dans d'autres pays. Moi, je pense à cette méthode, parce qu'à partir du moment où on commence ça, ça s'arrête plus facilement. C'est l'inverse de ce qui a été fait jusqu'à présent, mais c'est aussi efficace. Donc je crois qu'il faut à la fois, le point sur lequel je suis d'accord avec Jacques Nikonov, c'est qu'il faut délégitimer l'Union européenne. Il faut expliquer, encore mieux que nous ne le faisons, ce qui se passe, comment ça marche, les systèmes de domination qu'a décrit Emmanuel. Parce que dans l'ère du temps général, il subsiste quand même l'idée que, ben oui, l'Europe, c'est bien, on est mieux à 27 qu'à 2, etc. etc. Enfin, ça paraît tout ça très logique. Et il faut donc une explication, et nous avons un tir de barrage face à nous de la quasi-totalité des médias et de la quasi-totalité des membres des partis dits de gouvernement, et même de ceux qui ne sont pas de gouvernement. Mais la crise ouvrira bien des yeux. Donc ce travail d'éducation populaire crée, je dirais, le terrain, crée les conditions pour qu'ensuite un gouvernement, s'il en avait la volonté, engage ce processus de méthode Monnet à retour et avance, crée une sorte d'approfondissement de la crise pour arriver à une remise à plat générale qui débouchera sur quoi? Personne n'en sait rien. Ça peut déboucher sur plein de choses, ça peut déboucher sur différentes entités interétatiques. On n'est pas obligé d'avoir une seule Union européenne, il pourrait y en avoir 3 ou 4, ça ne serait pas plus mal d'ailleurs. Même certains ont parlé d'une confédération de fédérations.
je sais pas, on pourrait avoir les 3 pays baltes, par exemple, la Finlande, la Suède créent une unité du Nord, les pays méditerranéens, enfin, tout ça est possible. Il y a plein d'articulations possibles à partir du moment où on oublie l'idée qu'il faut les mêmes politiques pour tout le monde, avec les mêmes lois, les mêmes règlements, etc., alors qu'on est dans une situation économique, sociale, démographique extrêmement différente. Donc moi, cette méthode que tu préconises et que je préconise également peut apparaître comme moins radicale, mais en fait, je la crois bien plus efficace parce que c'est de l'intérieur, avec les armes que l'on voudra se donner, que l'on pourra approfondir, creuser cette crise et aboutir peut-être à quelque chose d'autre et de mieux. Merci Bernard. Frédéric Lordon, 5 minutes. Je ne sais pas trop quoi faire ni quoi dire, hein, mais quitte à utiliser 5 minutes parmi tous les sujets, oui c'est vrai après tout. Vous voulez. Après tout, on pourrait les reverser au débat public. Oui. J'ai de quoi meubler 5 minutes, même un peu plus d'ailleurs, mais je peux m'abstenir. Bon, non, c'était pour exprimer avec Emmanuel Todd un désaccord secondaire qui permet de cheminer vers un accord principal. Alors évidemment, chacun, oui, je vais me retrouver dans la sacristie, hein, moi aussi. Chacun a ses marottes, hein, et ses doudous préférés. Ça, c'est bien normal. Moi, je ne crois pas que la question principale avec l'Allemagne, ça soit la question du protectionnisme. Je pense que la question, c'est la question de la monnaie-finance. L'Allemagne a une conception de la stabilité nominale qui passe par la normalisation des politiques économiques, normalisation dont l'instrument est secondairement les règles des traités et de leurs divers pactes additionnels, et principalement l'exposition permanente des politiques économiques nationales au jugement des marchés de capitaux internationaux. On ne comprendrait pas autrement cette clause particulièrement étrange de l'article 63 du traité de Lisbonne, qui stipule l'interdiction à toute restriction opposée au mouvement de capitaux, non seulement à l'intérieur de la zone euro, mais également entre la zone euro et son extérieur. Ce qui est une absurdité au regard de la logique traditionnellement alléguée d'unification des divers marchés européens, des biens, des services, des capitaux, etc. Pourquoi avoir insisté, et ce sont les Allemands qui s'en sont chargés, à l'époque c'était Hans Tietmeyer, le président de la Bundesbank, pourquoi avoir insisté pour que les capitaux puissent circuler librement entre l'intérieur et l'extérieur de la zone euro? La réponse est parce que les Allemands à l'époque avaient parfaitement conscience de ce que les règles sont faites pour être violées, et de ce qu'il fallait impérativement additionner un étage supplémentaire au dispositif d'ensemble de disciplinarisation des politiques économiques, et que cet étage supplémentaire, on ne trouverait pas plus efficace pour en remplir la fonction que les marchés obligataires internationaux. Vous vous souvenez que James Carville, qui était le conseiller spécial de Bill Clinton, avait dit que s'il mourait, il voulait être réincarné en marché obligataire. Bon, c'est ce qui donne une indication des rapports de pouvoir véritables. Donc, je pense que c'est sur ce point-là. Moi, dans un monde un petit peu imaginaire et moyennant une consommation modérée de psychotropes, on pourrait envisager d'amener l'Allemagne à récipicence sur la question du protectionnisme, parce que ce n'est pas un enjeu vital pour elle. C'est pas. Par contre, il y a une portée littéralement existentielle au point de vue collectif autour de la question proprement monétaire. Et c'est la raison pour laquelle, moi j'avais écrit un papier l'an dernier qui disait, c'était les prodromes de la crise grecque, que ça n'est pas la Grèce qu'il faut exclure, c'est l'Allemagne. Moi, mon idée fixe en matière européenne, c'est que nous ne pouvons pas faire communauté, en tout cas communauté économique et monétaire, avec l'Allemagne. Et que c'est ça la question vraiment décisive. Ça aurait été dommage que vous ne disiez rien là, hein, quand même. Jacques ? Oui, ben, moi aussi, je suis très largement d'accord avec ce qui a été dit. Et je pense qu'en fait, on a plutôt un débat de tactique. Parce que la grande leçon, à mon avis, des interventions de tout à l'heure, c'est l'accord qui se dégage autour d'une idée qui n'était pas évidente et qui reste taboue dans la gauche, et j'inclus les socialistes de gauche à l'intérieur, évidemment,
qui est l'action unilatérale. Je pense que c'est revenu de manière systématique dans les interventions des uns et des autres. Je pense que ça, c'est un acquis très important et qui est dans le débat, ou du moins dans les discussions des partis de gauche, encore quelque chose de tabou. Or, je pense que là, les interventions des uns et des autres aboutissent, convergent sur cette nécessité d'une action unilatérale des États à l'intérieur de l'Union européenne, à l'extérieur, mais il y a quelque chose autour de cette idée d'action unilatérale. Deuxième point qui, je pense, émerge de mon point de vue, c'est le débat tactique. On a là une palette d'actions possibles. La phase actuelle, nouvelle, c'est que sont sur la table désormais une série d'instruments politiques et économiques. C'est-à-dire, on a cité, il faut attendre l'explosion de l'euro, il faut désobéir, il faut sortir de l'Union européenne, il faut sortir de l'euro, il faut démanteler l'Union européenne, il faut mener la guérilla interne. Bref, il y a des considérations tactiques qui, aujourd'hui, apparaissent comme une sorte de liste, de palette plus exactement, d'instruments auxquels on peut faire appel pour dégager la pression, pour avancer. Ça, c'est aussi, je pense, un deuxième point qui me paraît intéressant à noter. Et là, le débat porte en fait sur la hiérarchisation de ces instruments. C'est-à-dire quels sont les instruments qu'il faut utiliser au premier rang, au deuxième rang, au troisième rang, etc. Je pense qu'il y a un débat de tactique. Puis troisième et dernier point, moi je pense qu'il faut une perspective historique, une perspective politique. On ne met pas en mouvement les peuples s'il n'y a pas une perspective. Et cette perspective, elle doit venir combler la faillite de la gauche, sur le plan précisément de la disparition de la perspective internationaliste de la gauche, au sens internationaliste, au sens de l'histoire de la gauche, et celle du socialisme, d'un socialisme du XXIe siècle. Parce que les militants, les peuples ont besoin d'un cadre intellectuel pour penser et agir. On ne peut pas mobiliser les populations et les militants sur des aspects trop techniques. Il faut une grande perspective. Et je pense que cette grande perspective, elle doit être positive, c'est-à-dire la reconstruction d'un ordre mondial fondé sur la coopération, l'internationalisme, la promesse qu'avait le socialisme, et aujourd'hui ce qui devrait être mis à l'ordre du jour, un socialisme du XXIe siècle, qui passe nécessairement par la destruction de l'ordre mondial néolibéral à un moment ou à un autre. Mais on ne peut pas construire un nouvel ordre à partir, y compris même des décombres de l'ordre ancien. Il faut bâtir autre chose. Donc je pense que la question d'une grande perspective historique et internationaliste se pose avec après les aspects tactiques qui sont liés évidemment au combat politique et intellectuel. Merci Jacques, à vous 5 minutes, Jacques Tapie. Oui, je voudrais revenir sur 2 points. Le premier, c'est effectivement l'importance de la relation franco-allemande dans l'Union européenne. Ce qui a été dit, que ce soit par Bernard Cassen ou par Frédéric Lordon, est entièrement exact. Alors, bon, est-ce que les Allemands seraient plus susceptibles de plier sur la question du protectionnisme que sur la question de la monnaie? Je n'en sais rien, je ne le pense pas. Mais je crois effectivement qu'il s'agit là de 2 questions absolument essentielles, dont, et là je me tourne vers Emmanuel, dont la source vient de la différence de démographie entre nos 2 pays. Un pays dont la démographie est, comme celle de l'Allemagne, déclinante, qui ne renouvelle pas ses générations,
doit assurer d'une certaine manière la pérennité de son patrimoine, car c'est sur son patrimoine que seront versées les futures retraites. Et ça impose aux Allemands une contrainte qui est extrêmement spécifique et qui n'est pas la nôtre. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas d'espace de négociation sur ces points. Et donc se pose la question, soit d'une certaine manière, à cause du rapport de force, nous capitulons devant l'Allemagne, soit nous sortons d'un système hégémonisé par l'Allemagne. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut voir, c'est qu'au sein de l'Union européenne, vous avez des pays qui peuvent avoir intérêt à dévaluer et d'autres non. Et c'est extrêmement important. Par exemple, un des arguments qui est souvent avancé pour dire ah, mais si vous faites disparaître l'euro, on va repartir dans des dévaluations compétitives de tout le monde. Non. Non, car il est très clair aujourd'hui qu'un certain nombre de pays n'ont pas intérêt à dévaluer. Et si vous voulez, il y a quelque chose d'extrêmement étonnant. L'Espagne, pour l'instant, est dans une situation où une dévaluation ne lui donnerait pas un avantage significatif. Par contre, les pays qui ont le plus intérêt, c'est quoi? La Grèce, le Portugal, la France et marginalement l'Italie. Donc on voit là aussi qu'il y a une possibilité de retrouver ou de recouvrer un minimum de coordination à partir d'actions, mais aussi d'actions unilatérales qui laissent la place à des actions unilatérales des autres pays. Je veux dire par là que, admettons par exemple que le gouvernement français se décide de sortir de l'euro, et se décide de sortir de l'euro pour dévaluer de 20 à 25%. Il devrait être très clair que ceci ouvre le droit à la Grèce d'une dévaluation largement supérieure. Et même probablement pour l'Italie. Et pour le Portugal, c'est tout à fait évident. Pour le Portugal, par exemple, la limite de dévaluation a été calculée autour de 35%. Pour la Grèce, c'est plus proche de 40%. Et donc, on voit bien de ce point de vue-là comment peuvent s'orienter des coordinations. Dernier point. Et je voudrais revenir pour développer sur ce qu'a dit Bernard. L'idée que j'ai avancée dans des articles, dans des livres, qu'une action unilatérale peut engendrer des rapprochements avec d'autres pays. C'est un point extrêmement important. C'est le point qui, en fait, permet de faire la distinction entre la coopération et la coordination. Dans la coopération, vous avez une volonté consciente et délibérée des partenaires de trouver un accord sur un point commun. Dans la coordination, des politiques mises en œuvre séparément peuvent aboutir à la production de ce bien commun. Et en fait, on se rend compte que autant la coopération est possible avec un nombre limité de partenaires, autant plus on monte en nombre de partenaires et plus s'impose le phénomène de coordination. Et donc, si vous voulez, dans la phase de sortie, ou disons d'éclatement de l'Union européenne, ce seront bien plutôt des mesures de coordination et donc des mesures qui seront au départ fondées sur des actions unilatérales qui permettront à ce moment-là de dégager soit explicitement, soit implicitement des objectifs communs à un certain nombre de pays. Et je vous ai dit, par exemple, sur la question des taux de change, on peut très bien arriver à un accord implicite pour des dévaluations relativement, hiérarchisées, avec un niveau de dévaluation pour la France, un niveau de dévaluation plus grand pour le Portugal, un niveau de dévaluation encore plus grand pour la Grèce. Donc voilà un petit peu une idée que je voudrais avancer. Il faut bien faire la distinction entre coopération et coordination, bien comprendre que la coopération n'est pas possible avec un très grand nombre de pays,
que seule la coordination est possible, et bien comprendre aussi que très souvent la menace d'une action unilatérale peut faire changer les choses et rendre possible par la suite une coopération. Pour terminer, je donnerai simplement un exemple. En 1967, les pays européens, c'est pas de l'Europe, les pays européens avaient un programme spatial qui était la fusée Europa, qui explosait à chacun de ses lancements. On en a lancé 5 depuis l'Australie, depuis la base de Woomera. Les 5 lanceurs ont explosé. Bon. Tout ça, ça finit vers fin 66, et là, le gouvernement français a dit, bon, assez c'est assez, on ne veut plus mettre le moindre franc dans ce programme, nous allons proposer à nos partenaires un autre programme avec un maître d'œuvre, et ça sera la France. Protestation, rien ne sort. Au Salon du Bourget de 1967, vous avez eu sur le stand de ce qui ne s'appelait pas encore l'aérospatial, un très beau projet de lanceur conçu à partir du missile stratégique qui était destiné au plateau d'Albion. Et qui avait, à peu de choses près, les capacités de lancement qui étaient prévues pour le futur lanceur Ariane. L'année suivante, l'accord a été conclu avec l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre sur le programme Ariane et sur une maîtrise d'œuvre de la France qui a assuré en fait le succès de ce programme. Donc vous voyez comment la simple menace d'une action unilatérale, c'est-à-dire bon, vous ne voulez pas passer d'accord, bon, très bien, bon, on ne va pas vous forcer, mais nous avons les moyens, d'une certaine manière, de faire, alors bien sûr ça ne sera pas aussi bien que ce qu'on pourrait faire en commun, mais on a les moyens de se doter d'un lanceur. Ça fait réfléchir. Et les gens se disent, s'ils ont les moyens, il vaut mieux s'associer avec eux. Et finalement, leur conclusion, leur conception de la coopération n'est pas si étrange que cela, et ça peut marcher. Donc voilà, c'est un petit peu à ce type de méthode à laquelle j'ai pensé. Emmanuel ? Oui, c'est vrai. Je trouve ça très intéressant la façon dont un débat, partant finalement de présupposés, de méthodologies assez différentes, aboutit en pratique à un accord pas difficile. Peut-être je me trompe, non hein c'est pas... Alors, je voudrais revenir quand même sur le... Parce que c'est un point qui me préoccupe depuis quelque temps sur ce qu'avait dit Lordon, sur ces deux plans en fait de la critique du système, ce qu'on pourrait appeler le plan financier monétaire et le plan marchandise, qui est quand même finalement, qui m'est apparu, moi je suis un peu garé des voitures dans ce domaine, je ne travaille plus là-dessus, donc je suis dans le bilan sur ces questions-là. Alors c'est clair que moi j'étais du côté des obsédés de la marchandise, et du protectionnisme au sens marchandise, et puis qu'il y avait des gens plus nombreux, je pense, en fait, au niveau de la critique, qui étaient beaucoup plus sur les flux financiers. Hein. C'était vraiment deux plans de la critique, enfin c'est une certaine logique. Alors moi je peux dire, j'étais un listien archaïque, Friedrich List, qui a écrit le Système national d'économie politique, dont j'avais assuré la réédition il y a quelques années, et l'attitude le protectionnisme typique de List, c'était de dire, écoutez, le protectionnisme typique, ce n'était pas le type qui voulait tout fermer, comme on raconte quand on est confronté à notre adversaire commun à tous. List était partisan du contrôle marchandise, et puis de la liberté de circulation des moyens de production. C'est-à-dire liberté de circulation des hommes et liberté de circulation du capital. Et moi, j'étais resté un listien archaïque parce qu'en fait, la circulation du capital, à l'époque de List, c'était l'investissement direct. Hein, et donc, j'en étais resté là. Donc, évidemment, je n'étais pas complètement à jour et je serais tout à fait d'accord aujourd'hui pour admettre qu'il faut quand même un peu s'intéresser aux flux financiers. Ça paraît très primitif ce que je dis, mais vu les masses, quand on regarde le rapport des investissements directs aux flux financiers, flop, monétaires et autres, je reconnais qu'on est dans deux dimensions différentes. Mais ce qui serait sympa,
débat de la part de Lordon, par exemple, ça serait qu'il admette plus que le contrôle marchandise est important. C'est-à-dire que quand même, quand on regarde les débats et les tabous tels qu'ils se sont exprimés dans les débats des 10 ou 20 dernières années, en vérité, le tabou sur le contrôle des flux marchandises est plus grand que le tabou sur le contrôle des flux financiers. Ce qui veut dire quelque part que quand même le cœur de l'orthodoxie et le noyau dur du système orthodoxe, c'est au niveau des marchandises. Parce que quand même, quand on contrôle les marchandises, la circulation du capital commence à poser des problèmes. Mais je voudrais terminer sur une nuance syncritique. Les deux aspects sont traités de façon équilibrée dans le dernier bouquin de Sapir. Écoutez, avant Il y a une chose, quand même, je voudrais mais c'est juste... dire une chose, c'est que ce qui me frappe de plus en plus, moi maintenant je refuse les débats avec les adversaires. Parce que, et je pense, c'est certainement pas parce qu'ils me font peur, parce que j'en ai fait plein. Et c'est que ce qui se passe psychologiquement, c'est que la réalité du système, maintenant, c'est quand même dans les débats des années récentes, vous les appelez les européistes, les néolibéraux, les fous, enfin vous leur donnez le nom que vous voulez. Je veux dire, quand même dans le débat, ils avaient gagné, en un certain sens. Ça a duré très longtemps. Ils avaient gagné, et puis ils se sont confrontés. Il ne restait plus en face d'eux que la réalité, quand même. Et la réalité est en train de les vaincre. Et au stade actuel, quand ils demandent des débats avec nous, c'est pour se rassurer. Parce que sur une tribune contre un mec qui a des idées, on peut avoir raison, ou avoir le sentiment d'avoir raison. Mais face à la crise grecque, on ne va pas avoir raison. Hein. Donc c'est déjà une bonne raison de refuser. Et puis il me semble qu'au stade actuel, la crise est suffisamment avancée pour que le débat ou les désaccords secondaires entre les opposants, etc., deviennent vraiment intéressants et peuvent occuper de l'espace d'information ou de l'espace médiatique. Donc je trouve qu'une réunion comme celle d'aujourd'hui, même si je reconnais que j'y suis arrivé dans un certain état d'impréparation, parce que je n'étais pas préparé, voilà, il me semble que ça devrait être la matrice de quelque chose à venir, en fait. Parce que ce qui sort, il sort des différents, on peut évoluer sur certains points, je ne sais pas. Donc je suis un peu confus d'avoir si peu préparé, mais très content d'être là. Juste une minute. Oui, donc on ne peut quand même pas laisser sans réponse. Donc je vous propose de répondre et ensuite pause et après préparez bien vos questions pour la suite. Ça va être extrêmement bref et moi aussi je vais terminer sur une note romaine. Je crois que, comme dans la maison du père, il y a une place pour chacun dans la division du travail. Et donc, si je n'ai pas beaucoup parlé du protectionnisme jusqu'à présent, c'est parce que là n'était pas mon avantage comparatif, ni relatif ni absolu. Voilà. Mais bien fondé. Et donc, ça n'était pas que je méconnaissais l'importance du sujet. Alors moi aussi, d'ailleurs, de mon côté, je fais un peu de formation continue et j'essaye de rattraper. Mais gentiment, je sais qu'il y en a d'autres qui sont devant moi. Donc j'écris un petit peu quand il me passe une idée par la tête. Sur ce sujet, ça n'est pas tous les 4 matins. Mais effectivement, donc, vive la division du travail et ses heureuses complémentarités. C'est formidable. Bon, donc 10 minutes de pause. 10, pas plus. Donc si vous voulez du café, c'est en sortant à gauche au bout. Voilà.